Bourgogne. On est une structure donc, associative qui est d'intérêt général et qui est citée définie par plusieurs textes de loi aussi, son cadre d'intervention. Et puis la réserve naturelle nationale de la Truchère-Rapnel, dont je suis conservateur, c'est un décret ministériel qui l'a classé en 1980. Donc on a une certaine ancienneté. Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, donc historiquement Conservatoire des sites naturels bourguignons, a été créé lui en 1986. Et c'est donc dans les débuts des années 90 que le Conservatoire est devenu gestionnaire de la réserve naturelle. Donc c'est une double association entre un statut réglementaire qui est celui de réserve naturelle et puis une association qui avait pour objectif la préservation de la nature. Donc notre objectif de gestion passe par plusieurs étapes, donc la connaissance, la protection, la gestion, la valorisation et l'accompagnement des collectivités notamment, pour préserver donc, notamment des sites naturels. Donc il y en a un petit peu partout en Bourgogne, et moi je m'occupe plus spécifiquement de la Saône-et-Loire. Et donc dans l'ex-région Bourgogne, dans la partie bourguignonne de la région, on protège environ 200 sites naturels qui représentent à peu près 6000 hectares. Donc voilà, des surfaces très variées, des milieux très variés, mais qui présentent tous un intérêt particulier pour la biodiversité. Et donc sur la réserve naturelle de la Truchère-Rapnel, on a environ 100 hectares qui sont protégés réglementairement, donc par ce décret de création, mais aussi une protection foncière qui est assurée par le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, avec 2/3 environ de la réserve qui est en propriété du conservatoire. Donc le rôle d'un conservateur de réserve naturelle, c'est vraiment le côté coordination de l'ensemble des activités qui sont menées par le gestionnaire, avec un lien avec les instances de gouvernance. Donc on a un comité consultatif de gestion qui est en lien avec notamment les élus du territoire, tous les acteurs du territoire qui peuvent être présents. Et puis les services de l'État qui sont garants de la bonne préservation de l'espace qui a été classé par décret ministériel. Et puis la mise en œuvre de certaines des missions qu'on peut assurer au sein de la réserve, donc de connaissance, protection, gestion et valorisation, avec des suivis scientifiques sur la faune, la flore, les milieux naturels en général. Les travaux de gestion, la gestion qui peut correspondre à des travaux, notamment de réhabilitation de certains milieux, de remise dans une trajectoire ou de lutte contre certaines atteintes, par exemple les espèces exotiques envahissantes qui peuvent arriver sur ce territoire qui est assez restreint dans une matrice un peu plus grande. Donc le lien et les activités du gestionnaire sont de faire le lien bien sûr avec les autres politiques publiques au sein de son territoire. Donc on parle d'intégration territoriale et puis vraiment de cohérence de politique publique souvent sur ces aspects-là. Le côté application de la réglementation qui est précisée par le décret. Et puis la connaissance du patrimoine naturel, ça peut être la faune, la flore, mais aussi la biotique, donc c'est le fonctionnement des écosystèmes, comment fonctionnent les sols, les niveaux d'eau par exemple sur le lieu, qui est la réserve. Et puis aussi bien sûr les populations d'espèces à enjeu, donc celles qui sont réputées plus rares ou connues pour être en déclin. Donc le côté gestion se définit par un document cadre qui s'appelle le plan de gestion de la réserve naturelle, qui est assez bien défini et cadré, et qui projette en fait sur 10 ans les objectifs et les actions à mettre en œuvre après avoir fait un diagnostic pour vraiment donner ce qui va se faire sur les 10 années qui suivent. Et bien sûr, ces documents sont évalués à leur échéance pour réajuster si besoin au cours du prochain plan de gestion. Et donc tous les aspects valorisation et sensibilisation qui se font sur site, notamment à destination que ce soit des scolaires locaux ou en demande dans l'enseignement supérieur, les lycées. Et puis aussi le grand public, les habitants du territoire, et puis les curieux de nature, les touristes. Il y a plusieurs offres possibles et réalisées pour satisfaire tout le monde. Donc en image sur la réserve naturelle de la Truchère-Rapnel, la particularité qu'on a, c'est vraiment d'avoir une cohabitation très proche entre des milieux très secs, que sont les milieux dunaires ici, avec des espaces sableux assez conséquents et du coup peu d'espèces en quantité qui arrivent à survivre dans ces conditions.
mais des espèces très, très rares, souvent parce que très inféodées à ce milieu particulier, les seuls qui tolèrent ces conditions-là. Et puis à l'inverse, des milieux très humides, donc, comme la tourbière ici, ou l'étang Fougé en bas, donc qui sont des milieux vraiment engorgés, quasiment engorgés d'eau en permanence au cours de l'année, ou presque. Et puis le tout étant un peu dans une matrice de milieux forestiers qui occupe au final à peu près 2/3 de la surface de la réserve naturelle. Donc ils sont des milieux très variés, on a des milieux très intéressants qui sont en train de vieillir naturellement avec voilà, tout le cortège d'espèces qu'on peut retrouver. Et puis des milieux plus jeunes, forcément un peu moins intéressants pour l'instant, mais qui pourraient le devenir. Donc en termes de localisation, on est à peu près à hauteur de Tournu, donc à peu près à équidistance entre Chalon-sur-Saône et Mâcon. Voilà, la confluence, vers la confluence entre la Seille et la Saône, donc deux grandes rivières du territoire de Saône-et-Loire. Pour commencer le zoom sur les insectes, donc c'est un grand sujet, vaste sujet. Mais donc déjà la définition un petit peu de ce qu'est un insecte, leur caractérisation. Donc on parle souvent voilà, des ailes, des pattes et du corps, donc en gros l'intégralité de leur anatomie qui les définit. Donc on a le côté corps en 3 parties avec une tête, un thorax et un abdomen, donc qui sont plus ou moins visibles ou plus ou moins étoffés mais qui sont toujours présents. 6 pattes, donc 3 paires de pattes qui sont une des caractéristiques les mieux connues des insectes, et 2 paires d'ailes. Alors ça c'est pas forcément toujours le mieux connu parce qu'au cours de l'histoire il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment sur ces paires d'ailes, avec certaines qui ont soit disparu, soit évolué vers d'autres organes. Et du coup, quand on visualise voilà, certaines des espèces, on ne visualise pas forcément ces 2 paires d'ailes, mais à l'origine, elles se sont transformées en d'autres organes, mais elles sont toujours bien présentes. Donc bien sûr, cette diversité d'évolution, sur cette base commune, on a quand même voilà, une diversité très importante de formes, de couleurs et de noms. Parce qu'en France, donc on estime, les publications un peu récentes estiment à 40 000 espèces connues, donc ça veut dire aussi qu'il en reste des inconnues qui n'ont pas été, soit pas encore été découvertes, soit pas encore été décrites, parce qu'elles pourraient être pas décrites parce qu'elles ressembleraient à une autre espèce et que jusque-là elles seraient passées inaperçues, ou même qu'elles vivent dans des milieux sur lesquels personne n'a eu encore l'occasion de les découvrir dans des endroits très localisés. Et là on estime, parce que pour le coup c'est encore moins bien connu, à 1 million d'espèces à travers le monde, donc un vaste sujet. Donc on parle des ordres et des familles. Donc en fait au sein des insectes, on a plusieurs ordres comme les lépidoptères, donc je vais présenter à la suite. Donc les lépidoptères, et au sein de ces ordres, on a souvent plusieurs dizaines de familles qui peuvent être, par exemple les papillons de jour, donc les rhopalocères qui sont une famille au sein des lépidoptères. Donc sur la réserve naturelle, on trouve une variété assez importante, plusieurs dizaines d'espèces de papillons de jour, plusieurs centaines d'espèces de papillons de nuit qui sont les plus nombreux. Et donc on a une variété de formes et de couleurs. Là j'en ai mis 2 bien colorées et assez visuelles qui témoignent en fait que sur des petits individus ou même sur des espaces sur lesquels on n'est pas conscient qu'il y a ces espèces-là, on a quand même des choses qui visuellement sont déjà d'une beauté assez impressionnante et puis qui souvent peuvent être très, très bien cachées. Parce qu'on a des espèces, parmi notamment les papillons de nuit, qui ne sortent que la nuit, bien sûr, comme leur nom l'indique pour la plupart d'entre eux, et puis qui ont des périodes de vie assez courtes, donc qui vont vivre quelques semaines, 2 ou 3 mois au maximum, mais qui vont être observables, on va dire, pendant une partie de l'année assez courte, et parfois dans des milieux un petit peu difficiles à accéder. Donc ensuite, on a l'ordre des odonates, donc qui se distinguent en 2 parties principales qui sont les libellules et les demoiselles. Donc les libellules qui gardent leurs ailes, libellules vraies, qu'on appelle aussi libellules vraies, qui gardent leurs ailes plates,
quand elles sont au repos et qui sont souvent de plus grande taille et un petit peu plus solides, on va dire, que les demoiselles, donc qui sont plutôt fines et qui ont tendance à refermer leurs ailes, en tout cas la plupart du temps lorsqu'elles sont perchées. Et donc lié à leur cycle de vie larvaire qui est aquatique pour l'ensemble des libellules, on retrouve souvent, et c'est ça qu'on va chercher aussi pour prouver que l'espèce se reproduit bien sur place, parce qu'elles peuvent parcourir sinon des bonnes distances, ce sont les exuvies, donc c'est le squelette, on va dire, qu'elles laissent lorsqu'elles émergent hors de l'eau. Donc chaque espèce a son exuvie, sa larve et son exuvie qui sont différentes, donc on peut aussi les reconnaître par rapport à ça. Et donc bien identifier sur telle ou telle mare, tel ou tel milieu humide qui vit vraiment là avec la récupération de ces exuvies et leur détermination. Ensuite, dans la famille des orthoptères, donc on a les criquets, sauterelles, grillons. Donc là, j'ai illustré par deux espèces bien différentes, qui ont des formes aussi assez originales, comme le conocéphale gracieux, qui a une forme profilée assez originale. On retrouve dans pas mal de prairies sous nos latitudes. Et puis le dipode soufré, donc, qui est une espèce plutôt du sud de la France, qu'on va retrouver sur la réserve de la Truchère, notamment sur les secteurs de sable qui sont très chauds, et donc qui sont des conditions assez limites pour cette espèce, hein, mais qui lui permettent de vivre sur ces zones un peu dénudées qu'on peut trouver dans le sud de la France, mais qu'on retrouve un peu moins dans la partie nord. Donc ensuite, le gros morceau, c'est les coléoptères. Donc sur les 40 000 espèces connues en France, on a environ 10 000 espèces en France métropolitaine de coléoptères. Donc c'est l'ordre le plus représenté, hein, que ce soit à l'échelle de la France ou à l'échelle mondiale, avec des diversités de formes et couleurs. Hein, on retrouve toujours les caractéristiques. Chez les coléoptères, la caractéristique première, c'est que une des paires d'ailes forme des élytres, donc se sont soudées, sclérifiées, solidifiées pour former ces élytres qui protègent ensuite les ailes qui sont en dessous. Et en termes de milieu de vie, qui dit l'espèce, l'ordre le plus vaste, c'est parce qu'ils ont colonisé au final tous les milieux de vie au fur et à mesure de l'évolution. On en a qu'on retrouve vraiment sur les milieux secs, d'autres qu'on retrouve en forêt, donc notamment la famille des Cerambicidae, donc cette espèce-là par exemple, qui est bien présente sur la Truchère et qui se nourrit notamment du bois mort, donc on retrouve dans les forêts dans lesquelles il reste pas mal de bois mort, qui est une source de vie au final assez importante pour ces insectes. Et puis d'autres qui ont colonisé le compartiment aquatique, donc comme cette Hydrobius, donc qui est vraiment un coléoptère qui fréquente les milieux aquatiques, mais qui est capable quand même de se déplacer, de voler et de survivre à l'air libre. Mais son principal milieu de vie et de chasse, on va dire, est le milieu aquatique. Donc de la même façon sur les diptères, qui est un des ordres bien représentés aussi en nombre d'espèces, on a une variété de couleurs et de formes assez impressionnantes, avec des espèces un petit peu originales comme la mouche pan, qui va imiter un petit peu un pan en fer la roue avec ses ailes, qui sont particulièrement colorées. Et puis toute une famille qu'on appelle les cirfes, qui font partie des espèces importantes pour la pollinisation, notamment, qui occupent elles aussi des milieux de vie assez variés et très diversifiés, avec des régimes alimentaires totalement différents selon les espèces. Donc c'est une des espèces qu'on a pu inventorier et dont on espère pouvoir suivre l'évolution au cours du temps, parce qu'elles sont particulièrement intéressantes. Donc c'est en gros des mouches qui imitent un petit peu des guêpes, souvent. Et qui restent bien dans la famille des mouches. Et donc pour arriver aux guêpes, sur la réserve naturelle de la Truchère-Rattenelle, le milieu principal en jeu pour ces guêpes ou abeilles solitaires, ce sont les sables, parce qu'on retrouve vraiment des espèces du littoral du sud de la France ou du littoral atlantique qui vont fréquenter ces espaces sableux pour notamment y creuser des galeries, enterrer des proies. Donc c'est un milieu de vie qui est assez spécifique. Et on retrouve vraiment un nombre d'espèces importants et avec des enjeux particuliers, une responsabilité particulière de la réserve dans la préservation de ces espèces rares. Donc voilà pour quelques ordres, on va dire, d'insectes, sachant que c'est ceux qui sont les plus connus et les plus représentés en nombre d'espèces.
Mais il y en a bien d'autres, hein. Il y a certains ordres qui regroupent 2 ou 3 espèces en France seulement, mais qui sont vraiment particuliers et puis qu'on peut retrouver pareil des espèces similaires en forêt tropicale ou autre. Donc on retrouve voilà, des éphémères, des trichoptères, des homoptères, des hétéroptères, qui ont toujours les mêmes caractéristiques des insectes, mais qui abordent des formes très différentes. Par exemple des éphémères où ce membre acide, donc il y a vraiment une carapace qui a été façonnée par la fusion d'une paire de ses ailes, et qui est voilà, une espèce. Il y a plusieurs espèces de ce genre en France qui ont toutes un look assez particulier. Donc dans toutes ces familles, on trouve des espèces un petit peu originales, d'autres plus courantes que d'autres, et d'autres voilà, plus rares et plus particulières. Et on estime, pour l'instant sur la réserve, sont connues environ 1000 espèces d'insectes. Donc en balayant les données historiques, pour certaines qui n'ont pas été renouvelées récemment, parce que qui dit difficulté de détermination pour la plupart de ces espèces, on n'a pas toujours la capacité de renouveler ces données fréquemment, mais depuis la création et même avant la création de la réserve, on avait une connaissance qui a été accumulée par plusieurs décennies de naturalistes qui sont venus sur le site, et puis les suivis qu'on met en œuvre aussi aujourd'hui sur l'amélioration de la connaissance et du patrimoine naturel. Donc c'est un des rôles des réserves naturelles, hein, d'être laboratoire un peu à ciel ouvert de la connaissance de la biodiversité, voilà, sur les différents écosystèmes qu'on peut retrouver sur chaque réserve naturelle en France. Donc les insectes, au-delà de leur variété, de leur diversité, de leur intérêt pour eux-mêmes, hein, le fait qu'ils forment un nombre d'espèces assez important dont les populations doivent pouvoir se maintenir, ce sont aussi des piliers des chaînes alimentaires, donc chaînes alimentaires au pluriel parce qu'on a des chaînes alimentaires différentes selon les milieux, mais aussi selon le régime alimentaire de chacune. Mais par exemple sur l'étang Fougé, donc l'étang qu'on voit ici en photo, qui fait une quinzaine d'hectares, donc qui est quand même un étang assez conséquent, avec 5 hectares qui sont en eau et puis une dizaine d'hectares au moins, voire une petite quinzaine qui sont en marais, puis des milieux un petit peu variés. On retrouve une profusion de végétaux, d'algues, de diatomées, voilà, tout ce qui peut être végétal au départ, qui va être notamment consommé par des insectes aquatiques, donc que ce soit en phase terrestre ou en phase des insectes qui sont soit en phase terrestre, soit en phase aquatique, hein, qui peuvent être sur la végétation au-dessus de l'eau ou dans l'eau, qui sont pour certains herbivores et donc qui vont consommer cette végétation primordiale, on va dire, que végétale qu'on trouve initialement. Et puis donc d'autres groupes que sont les mollusques et d'autres genres et ordres d'arthropodes qui vont eux aussi constituer cette base première. On retrouve ensuite des insectes prédateurs qui vont être des consommateurs de ces premiers petits animaux. Souvent ça va en évoluant avec la taille. Et tout cet ensemble d'espèces pas trop importantes en termes de taille, et avec des populations souvent assez nombreuses, sont la source de prédation, sont prédatés ensuite par des poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux qu'on retrouve sur l'étang, qui sont des espèces plus connues du grand public, hein, qui sont, tout le monde connaît le brochet, les hérons, mais effectivement, sans ces espèces-là à la base, les oiseaux, par exemple les hérons, ne pourraient pas se nourrir de poissons, et les poissons qui sont à la base de l'alimentation des hérons ne pourraient pas se reproduire, se nourrir et se reproduire. Donc on est sur un des maillons, on va dire, intermédiaires, mais essentiels des chaînes alimentaires, donc notamment en milieu aquatique, mais c'est vrai aussi sur les milieux secs. Donc c'est constaté par plusieurs études internationales, donc on a des déclins importants sur les populations d'insectes, donc notamment en nombre, mais on le sait aussi sur certaines espèces qui disparaissent de certains territoires. Donc on peut se poser la question, est-ce que des îlots de préservation de quelques dizaines ou centaines d'hectares comme les réserves naturelles, est-ce efficace pour enrayer ce déclin, et est-ce que ça joue un rôle? Alors effectivement, on a à la fois une fragilité des populations d'insectes parce qu'ils
malgré leur nombre qui, est souvent, voilà, qui apparaît souvent apparent de façon très importante, comme les fourmis, où on se dit ouais, dans une fourmilière il y a plusieurs dizaines de milliers d'individus, on n'a pas l'impression qu'elles soient un peu en fragilité. Et pourtant, des petits dérangements, des pressions que, voilà, souvent d'origine anthropique, donc menées par l'homme, peuvent avoir des conséquences importantes et peuvent mener à la disparition de ces populations. Donc que ce soit localement, mais ensuite potentiellement à grande échelle, donc à l'échelle d'un département, d'une région et puis de la France métropolitaine éventuellement. Donc les pressions, elles peuvent être d'origine, on va dire, chimique, avec notamment les épandages agricoles qui peuvent voilà, provoquer des pressions importantes sur les écosystèmes qui sont cultivés, donc notamment les grandes cultures. Et puis globalement, depuis plusieurs dizaines d'années, donc les années 60-70, on a une simplification des paysages, donc des plus grandes parcelles avec des éléments linéaires comme les haies qui se sont vus réduire, qui se sont vus arracher et qui enlèvent entre guillemets un certain nombre de corridors donc pour aller d'une zone à l'autre pour ces insectes. Parce qu'ils, pour la plupart, se déplacent relativement bien, mais ils ont quand même besoin d'avoir des points de chute, on va dire, réguliers sur le territoire. Donc c'est ce qu'on prend en compte dans les continuités écologiques, ou trames vertes et trames bleues, par exemple. Donc de pouvoir se dire qu'une espèce puisse se déplacer, notamment dans un contexte de changement climatique, où on sait que des espèces un peu plus méditerranéennes qui supportent, on va dire, un peu mieux la chaleur vont peut-être avoir tendance, et on l'observe déjà sur certaines espèces, à remonter vers le nord. Si elles ne disposent pas de points de chute entre guillemets qui soient adaptés, voilà, elles seront en difficulté pour effectuer ces déplacements. Donc le rôle des réserves naturelles, donc c'est entre autres, c'est pas le seul outil pour mener cette préservation de sites, mais c'en est un qui a l'avantage d'être présent à l'échelle nationale, donc avec un maillage relativement important. Même si en Saône-et-Loire, la réserve naturelle de la Truche-à-Ratnel est la seule à l'échelle du département. Voilà, sur d'autres départements, il y a un peu plus de densité et on a à peu près 300 réserves naturelles nationales et régionales, un peu plus de 300 en France. Donc elles ont pour objectif la préservation vraiment d'écosystèmes particuliers qui ont été mis en avant pour abriter des milieux et par conséquent souvent des espèces un petit peu spécialisées. Mais c'est aussi sur les milieux plus ordinaires, comme peuvent être certains boisements ou des prairies, des zones de refuge qui sont moins soumises à certaines des pressions que je présentais avant. Donc ils vont être des poules, des lieux où des poules d'espèces vont pouvoir être sauvegardées à petite échelle. Et si on imagine que les pressions se relâchent un petit peu sur le paysage alentour ou que ça améliore, que les conditions s'améliorent, elles puissent recoloniser depuis leur présence. Parce que l'avantage des insectes, quand même, leur réactivité, c'est qu'ils ont des générations assez courtes, souvent annuelles, voire plusieurs fois par an, plusieurs générations par an, qui permettent une évolution, à la fois une montée en puissance des populations potentielles et des évolutions génétiques aussi assez rapides. Donc c'est un des avantages des insectes, c'est potentiellement ils peuvent recoloniser et réaugmenter en population assez vite. Comme je l'évoquais, les réserves naturelles peuvent jouer le rôle de relais, de point relais, vraiment de zone pour la migration des espèces dans un contexte de changement climatique. Et puis, donc, sur le volet sensibilisation et valorisation, les réserves naturelles, c'est aussi un vecteur de sensibilisation et de connexion entre l'homme et la nature. Donc, notamment sur des publics citadins qui vont avoir tendance à peu visiter des secteurs dits encore relativement naturels. Et par contre, l'attrait, on va dire, la visibilité du statut de réserve naturelle entraîne souvent la possibilité pour ces publics-là d'être attirés par un site classé en réserve naturelle. Donc à nous, une fois qu'ils sont sur place, ou même pour les faire venir, mais d'insister et puis de trouver les bons outils pour assurer cette reconnexion et puis ce sentiment d'appartenance à la nature. Donc pour le maillage, on compte par exemple en France une commune sur 8 qui a un site géré par un conservatoire d'espaces naturels, donc pas forcément une réserve naturelle, mais
mais d'autres sites un petit peu comme ça qui sont préservés, gérés en faveur de la biodiversité et qui du coup voilà, peuvent accueillir le public pour certains d'entre eux et sont aussi voilà, vecteurs de beaucoup d'intérêt en termes de biodiversité et de connexion entre l'homme et la nature. Et après, donc, il y a d'autres rôles pour les réserves hein, qui sont aussi économiques pour certaines d'entre elles, hein, avec un attrait touristique bien important pour certaines. Donc on estime que sur certains territoires, pour quelques euros investis entre guillemets par la collectivité dans la gestion de ces réserves naturelles, les retombées économiques sont aussi très importantes. Donc au-delà de la préservation de la biodiversité, il y a vraiment une intégration de ces lieux dans leur territoire, avec participation à des dynamiques locales qui sont existantes. J'en ai fini pour les principaux points sur les insectes. Donc c'est un vaste sujet que je n'ai fait qu'effleurer ici, mais voilà, qui mérite l'attention de chacun, et puis dans un contexte aussi de penser à la préservation de l'environnement en termes généraux, parce que c'est vrai qu'on ne pourra jamais connaître toutes les populations d'insectes et toutes les espèces, mais par contre, se dire qu'on préserve un coin de jardin, ça permet au final de préserver souvent des petites populations d'insectes qui vont pouvoir venir se réinstaller et puis être sympathique aussi à observer avec les enfants et une vertu pédagogique intéressante.